Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de la vie parisienne, les vies parisiennes. Alors Marie devient parisienne, elle était parisienne, elle restera parisienne et pendant longtemps encore parce elle vit actuellement à Paris. Elle a trouvé une place donc elle a terminé, je crois, un master ou une licence, je sais même plus. Elle pareil, elle a choisi de faire plein de trucs comme maman. Maman fait plein de trucs, donc du coup, ça impacte sa vie professionnelle. Donc du coup, elle cherche aussi à trouver sa marque, son identité. Pour l'instant, elle est parisienne. Elle vit à Paris, elle fait des études à Paris et elle travaille actuellement dans une banque en tant que en contrat d'alternance pour 3 ans. Donc elle termine la licence de banque et bah ensuite elle voudrait se diriger vers un master mais en salle de marché. C'est-à-dire que mademoiselle, elle a vu toute la misère qui s'étale depuis toute petite jusque-là. Elle se dit non, non, je refuse de vivre dans la misère, je refuse de galérer. Il est hors de question pour moi de manquer ne serait-ce qu'un jour d'argent. Maman a tout fait pour qu'on s'en sorte. Bah, je continuerai dans dans cette lancée-là. Donc, pardon. Et donc, du coup, bah, elle est à Paris. Voilà. Et puis, en plus, elle adore la vie nocturne parisienne. Elle va au théâtre, elle va au cinéma, elle va à toutes les expositions, les foires. Du temps où j'étais encore à Paris, je l'emmenais au théâtre presque toutes les 2 semaines. Si on n'allait pas au théâtre, si on sortait pas le week-end pour aller à un théâtre, on allait au cinéma, on faisait les boutiques, on raflait les soldes et on achetait des petits prix. Franchement, des petits prix, genre des toutes petites choses. Et tout ça, bah, on a vécu, bon, grâce à ma sœur évidemment, qui a bien voulu qu'on vienne chez elle pour un temps. Bah, le temps s'est duré, on était resté chez elle, je crois, pendant à peu près 2 ans, le temps de se remettre à flot au niveau financier, parce qu'on payait pas, on participait seulement aux charges de l'appartement, mais on payait pas un loyer. Et l'école de Marie se trouvait juste à, on va dire, à 100 mètres de son appartement. Donc il y avait une très belle école dans le 16e, l'école l'école primaire. Et Marie a appris la vie parisienne. Et maman cherchait du travail. Au bout d'un mois, je crois qu'au bout d'un mois, j'ai trouvé. Au bout d'un mois, j'ai trouvé un poste de comptable dans une entreprise, une petite entreprise familiale, tenue par une très grande famille. On compare cette famille d'ailleurs à la famille de John, à la famille de John Kennedy, la famille Kennedy aux États-Unis. Cette famille-là en France, elle est tout aussi puissante, tout aussi influente. Il y a des personnalités dans cette famille-là qui siègent soit au Sénat, soit qui sont députés, qui sont aussi qui tiennent aussi des journaux. Et bon, moi j'ai travaillé pour cette grande dame-là qui a qui a fondé son entreprise il y a un peu plus de 30 ans maintenant, dans tout ce qui est production cinématographique, production des œuvres à caractère culturel pour les grandes chaînes de télévision. Donc, je travaillais là-dedans en tant que comptable et j'avais une responsable, j'étais sous la responsabilité d'une chef, la chef comptable. C'est là-dedans où j'ai appris le métier à manger avec moi. Rigolez pas à mon assiette, hein, à la vue de mon assiette. Là, j'ai pris une grosse, elle est lourde, 5 kilos. Alors là-dedans, vous avez, je vous montre, hein. Je travaille en même temps. Hop. Je mets un peu de musique. Voilà. Donc là-dedans, il y a 2 bananes, 3 kiwis,
une mangue et un melon. Plus des abricots. Alors, ces abricots-là, oh, ils sont fondants, moelleux, sucrés à souhait, gorgés de soleil. Ça vient du sud de la France. Et oui, il y a l'avocat, là. Et puis des kiwis, quoi, des trucs, mangue et melon. Et puis quelques grains pour subsister jusqu'à la saison prochaine. Enfin, jusqu'à la séance prochaine. D'ailleurs, mes mains sont toutes sèches. Mais je vais m'en mettre un peu là, parce que là, ça va pas se faire. Hop. J'ai hyper mal aux mains. Tellement je travaille dans le jardin, mes chéris. Je travaille, je bêche. Je nettoie la cage des poules, je ramasse les œufs, j'enlève les herbes. D'ailleurs, Maurice est en train d'enlever l'herbe dans l'allée, là. Il a paumé une des têtes de l'accessoire des broussailleuses. Il m'a demandé qu'est-ce que j'en ai fait. J'ai dit, bah écoute, je sais pas, j'ai pas touché à ça, des broussailleuses. Il a dit, mais j'ai peut-être mis dans la voiture de ma femme. J'ai dit, écoute, j'en sais rien. Parce que, donc, ils avaient combien de voitures, j'en sais rien, mais cherchez, parce que moi, j'ai rien. J'ai rien. Il n'y a rien chez moi. Bref. Incroyable. Oh là là. Donc, oui, je mange en même temps. Alors, pour entrer dans la société de production audiovisuelle, j'avais aucune expérience. Hein. En comptabilité audiovisuelle, c'est la comptabilité. C'est une des comptabilités la plus dure de France. Donc, du coup, quand j'entre, je comprenais que dalle. Il fallait me former de A à Z. Parce qu'il fallait connaître non seulement toute la comptabilité générale et tout ce qui est gestion de la structure générale, plus la participation, la particularité de la comptabilité analytique des petits projets de films, c'est-à-dire il y a vous qui avez, ça va parler à certains, à certaines. Vous qui avez fait de la comptabilité normale, vous savez ce que c'est qu'une écriture, une entrée, une sortie et tout, une immobilisation et tout, et voilà, toute la structure du bilan comptable, vous le savez. Les charges, les produits, vous savez, les débits, les crédits, vous savez. Dans la comptabilité des films, c'est un peu différent. Il y a bien sûr toute la structure de la comptabilité générale, mais il y a aussi des sous-produits qui concernent le démarrage d'un projet, avant la production du film, pendant la production du film, et ce qu'on appelle les post-productions, et enfin l'intégration de toutes ces entités dans la maison mère. C'est-à-dire qu'il y a des mini-comptabilités avec des projets hyper spécifiques, rien à voir. Si vous avez déjà appris la comptabilité normale, vous savez que le 6 commence, quand un compte commence par un 6, c'est une charge, d'accord? Mais en comptabilité des films, c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil, et ils ont des logiciels spécifiques, vraiment spécifiques de la comptabilité. Donc j'ai appris la spécificité de toute cette comptabilité, notamment le traitement des droits d'auteur, parce qu'il y a les droits d'auteur, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs. On achète des œuvres littéraires, on inclut des images d'archives, etc., etc., et donc il faut les payer. Il y a aussi le salaire des techniciens, le salaire des monteurs, de tout ce qui est post-production, c'est-à-dire tout ce qui est après la production. Donc, et aussi tout ce qui est droit de salaire des intermittents de spectacle. Voilà. Les figurants, tous ceux qui travaillent dans un film, du début jusqu'à la fin, ce sont des intermittents, c'est-à-dire qu'ils pratiquent, ils produisent ils font leurs prestations pour un projet. Et après, on les remercie, et puis ils cherchent comme ça, ainsi de suite, d'autres projets, d'autres tournages. J'ai assisté aussi à des tournages de films, et croisé aussi pas mal de personnalités, dont
dont un qui a joué dans Indochine, le film avec Catherine Deneuve. Il y a aussi Catherine Deneuve dans les locaux. Voilà. J'ai croisé pas mal de monde. Et c'était sympa. C'était un monde tout à fait sympa. Je suis restée dans cette entreprise pendant 4 ans, le temps de me former, le temps d'apprendre. Mais mon rêve, c'était... Et puis, pendant ce temps-là, entre-temps, ma soeur a une mission en... Ma soeur était expatriée à Londres dans le cadre de son travail, donc il a fallu qu'elle rende l'appartement. Et donc, du coup, ça m'a encore remis... ça m'a permis de me remettre à la recherche d'un logement. Et là, je peux vous assurer, c'est la galère totale. La galère totale, mes enfants. D'abord, je vais vous montrer ce que je porte. Attendez que je réponde à cet email. Alors. Ouais. Je vais répondre à cet email. Mais attendez. Là. Mais d'abord, il faut que je vous montre ce que je porte. Celui-là. Miss Dior. Parce que je me suis dit, on est à Paris. On parle de la vie parisienne. Avec les théâtres, les cinémas, les sorties, les concerts, les ceci, cela. Toute la vie artistique parisienne. Moi-même, je travaille dans une boîte à fort caractère artistique. Donc, je vais faire honneur à la vie parisienne. Et cette fois-ci, je ne sortirai aucun dupe. J'en ai plein des copies. J'en ai plein. J'en ai une tonne. Mais là, cette fois-ci, pardon. Portez avec moi ce beau parfum. Magnifique parfum. Voilà, Miss Dior. Miss Dior, eau de parfum. Dior, la maison emblématique de Paris. Maison de parfum parisienne. Magnifique. Alors, Miss Dior, il y a eu plusieurs versions de Miss Dior, dont la Miss Dior chérie, que tout le monde pleure dessus parce qu'il n'y a plus. Ils ont discontinué cette série. Ils devraient le refaire avec moins de produits cancérigènes pour la peau. Oui. Miss Dior. C'est cette version-là dont je vous parle. C'est la version qui a été créée en... je vais vous dire quel 2021. 2021. Miss Dior Eau de Parfum 2021. Alors, les accords principaux, c'est la vanille, poudrée, rose, floral, fruité, sucré, frais, iris, musqué, ambre. Bon, c'est magique. Alors, c'est bon. Sent très très bon. Et alors, c'est bizarre, sur la photo, c'est rose. Mais alors, chez moi, c'est pas rose. Hein, là, à moins que ce soit une autre version. Mais non, parce que ma fille, quand elle m'a offert ce parfum pour la fête des mères, elle a offert en 2021, il y a 4 ans. Bah, c'est celle-là, hein, parce que c'était une toute nouvelle sortie. Elle me l'a prise, elle a dit, tiens, c'est une nouvelle sortie pour maman. C'était au mois de mai. Alors, Miss Dior Eau de Parfum 2021 de Dior est un parfum oriental floral pour femmes. A été lancé en 2021. Oui, le nez derrière ce parfum est François de Machy. Je connais pas, mais bon, voilà. C'est François de Machy. Les notes de tête sont l'iris, pivoine, muguet. Les notes de cœur, rose, abricot et pêche. Et les notes de fond, c'est la vanille, musc, fève de tonka, bois de santal et benjoin. Oh là là. C'est beau. Voilà. Iris, pivoine, muguet. Rose, abricot, pêche. Et vanille, musc, fève de tonka, bois de santal, benjoin. Il est magique. Il est magnifique. Je l'adore ce parfum. Je ne mets pas beaucoup. Là, je vais faire honneur. Je vais le mettre. Sucré floral.
vanillé poudré, mais rose. Il n'y a pas que la rose. Hein. Oh là là, l'iris et pivoine et le muguet qui arrivent en tête, là, comme ça, là. Il est beau. Il est magique, ce parfum. Il est magnifique. Je ne le mets pas beaucoup parce que j'en ai d'autres. Mais je crois que je vais le mettre là parce que si je ne le mets pas, maintenant, parce que ça risque pas de se terminer vu que c'est une édition exclusive de 2021. Je suis contente. Oh là là. Donc oui, la vie parisienne avec la comptabilité et tout. Mais bon, le salaire, je vous assure, le salaire est bas hein, par rapport à la vie parisienne. Donc du coup, j'ai dû chercher un appartement. Donc voilà, me revoilà. Donc du coup, j'ai dû chercher un appartement. Suite au départ de ma soeur, elle part pour Londres et ensuite elle repart pour pas, elle reviendra plus à Paris pendant 10 ans. Elle faisait le tour du monde, dû par son travail. Elle revient plus. Elle aussi, elle en a marre. Elle part. J'aimerais bien, hein. Mais non, je peux pas. Donc voilà, j'ai dû chercher un appartement et la galère. Je m'en souviens une fois, j'ai débarqué dans une chez seloger.com ou un truc comme ça, dans une agence de agence de comment on appelle ça, agence de, vous savez, immobilier. Voilà, une agence immobilière. J'ai dit moi, écoutez, je voudrais louer. Voilà mon salaire et le mec. L'agent, il a pris mon salaire, les 3 dernières fiches de paye. Elle dit oui, c'est bien, vous travaillez depuis 3 ans, c'est 4 ans, enfin 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous avez toujours travaillé, vous. Mais je vais vous dire honnêtement une chose. Mais vraiment, en toute honnêteté, et ne le prenez pas mal, madame. Je sais, dans mon cœur, dans mon fond intérieur, je sais ce qu'il va me dire. Honnêtement, je ne sais pas comment vous faites. Parce qu'avec votre salaire, vous arrivez à peine à vivre à Paris. Comment vous ne pourrez même pas payer un loyer à Paris? Alors, ce que je vous conseille, c'est de chercher en dehors de Paris. Vraiment en dehors. Il m'a donné la liste des villes à chercher tout autour de Paris. Et pas à l'intérieur de Paris, parce qu'à l'intérieur de Paris, c'est pas la peine. À l'intérieur de Paris, le loyer normal, dans une quelconque à l'époque, ça prenait déjà 80% de mon salaire. Pour un petit F2, hein. C'est-à-dire une chambre pour ma fille, je dormirai dans le salon, c'est pas grave. Mais voilà. Donc j'ai commencé à chercher en dehors de Paris, mais bon, c'est pas, voilà. Et après, j'ai commencé à, je me suis dit non mais, et en plus, vous savez quoi? C'était dans les années 2006, 2007. La France entrait dans une profonde dépression qu'on appelle la crise des subprimes. 2008 vers là. Donc tout s'effondrait tout autour, il n'y avait plus de boulot, il y avait les gens ils se mettaient en grève, il y avait le bordel partout en France, c'était le chaos. Et crise immobilière, crise économique, crise tout court, où les gens aux États-Unis mouraient de faim. Ils mouraient carrément de faim. Ils ont vu leurs biens confisqués. La crise des subprimes a débuté aux États-Unis, ça a traversé la France. Horrible. Horrible. Donc du coup, j'ai prié dans mon cœur, j'ai prié, mais vraiment, très très fort, d'avoir un toit sur la tête. Parce que là, à Paris, je ne pouvais pas continuer à payer le loyer, c'était un tout petit peu cher.
Je voulais quelque chose de moins cher, ne serait-ce que 100 € de moins cher, c'est déjà, ça me sauve la vie. On raisonnait à hauteur de 50 ou 100 € hein, à l'époque. Hein. De différence. Hein. C'était horrible. Donc du coup, je savais pas quoi faire, je cherchais et puis tout, et puis je voyais pas de sortie en fait. Et ma chef, à l'époque, c'est mon ex-chef, elle fait, tiens, on va chercher ensemble un appartement. Alors elle et moi, on continue, on épluchait toutes les annonces. On cherchait comme ça. On a trouvé un petit F2 à Carrière-sur-Seine. Elle fait, écoute, c'est hyper génial, c'est un tout petit F2, ça fait 35 mètres carrés, ça suffit pour toi, pour que tu débutes avec ta fille, qui est petite encore, qui n'a pas besoin de grande place. Plus tard, tu peux revendre cet appartement-là, ça prendra de la valeur. Et tu iras t'installer ailleurs, un peu plus grand. Mais pour l'instant, prends celui-là. On va le visiter ensemble, ça a l'air pas mal. Ouais. On l'a visité ensemble. J'ai signé tout de suite après un chèque pour la caution. Pour réserver cet appartement, c'était à l'achat. Et après, pareil, arrivé au niveau de l'agent immobilier, il m'a pas dit, écoutez, votre salaire ne vous permet même pas de vivre. Là, il a changé de discours, il a dit non. C'est un autre agent, hein, une autre agence immobilière. Hein. Ils ont dit, c'est vraiment juste votre salaire. Vraiment, c'est trop juste. Mais on va quand même simuler pour voir si ça passe. J'ai dit, écoutez, soyez tranquille à ce sujet parce que j'ai contacté un courtier qui va voir les financements les plus... les plus avantageux au niveau des banques. Voilà. C'est comme ça que j'ai mon appartement. Et mon salaire était vraiment trop bas et j'étais allée trouver la directrice de mon entreprise. Je lui ai dit, écoutez, j'aimerais bien avoir un petit quelque chose. Je peux pas aller louer parce que c'est trop bas. Il faut gagner 3 fois le salaire, le loyer, pour pouvoir louer un truc genre 600, 700 €. Je peux pas. Je vais acheter, ce sera hypothéqué. L'hypothèque, ce sera hypothéqué sur le bien lui-même, il n'y aura pas d'autres qui portent mon garant, il n'y aura pas de cautionnaire. C'est moi qui apporte mon propre bien à l'hypothèque. Comme quoi, si j'arrive pas à payer pendant 3 ou 6 mois, le bien sera saisi. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un tout petit peu plus de salaire, genre même 50 €, ça me suffira. 50 € de plus sur mon salaire, ça suffira. Et là, elle m'a regardé, puis elle a fait un calcul, elle a dit, je vous donne un peu plus que 50 € par mois. Parce que vous avez travaillé avec nous pendant longtemps. Vous avez toujours été juste et vous faites bien votre travail. Vous n'avez jamais réclamé quoi que ce soit d'augmentation et autre. C'est une petite entreprise, hein, c'est pas une grosse. Sachez, chers amis, que dans les très grosses entreprises, les salaires sont augmentés automatiquement tous les ans. Automatiquement, enfin, entre guillemets. Il y a des syndicats qui négocient une augmentation générale et individuelle. Mais dans les petites entreprises, là, j'ai travaillé pour une petite maison de production audiovisuelle. Déjà, le salaire est très bas. Mais alors, il n'y a pas d'augmentation automatique. Jamais. C'est des petites maisons. Des petites entreprises. Familiales. Donc, j'ai jamais réclamé d'augmentation. Je faisais mon boulot. Je rentrais chercher ma fille à l'école. Enfin, après l'école, elle est mise à la garderie
aux études du soir, donc je rentre sur le coup de 18h30, 19h, je la cherche. Et là, on m'a augmenté un tout petit peu pour que je puisse être un peu plus à l'aise. Je veux dire, genre, même 80 € par mois en augmentation, c'est énorme pour moi à l'époque. Énorme. Et après, on a trouvé un courtier. Ma chef, elle m'a présenté son courtier parce qu'elle a acheté aussi sa maison à Rosny-sur-Seine il y a quelques années. Une vieille maison qu'elle a dû retaper avec son père, sa soeur, son beau-frère. Et là, mon appartement a été refait à neuf. Le monsieur qui a refait à neuf l'appartement est parti dans le sud parce qu'il devait revenir dans le sud travailler. Il venait du sud, donc du coup, il a mis en vente depuis 6 mois. Personne n'en veut parce que c'est un tout petit, vraiment tout petit. Tout autour, vous avez des pavillons, des grandes maisons, des maisons de maîtres, des cabinets de dentistes, de médecins. Ils sont tous riches. Hein. Il y a que cet immeuble-là qui s'élève. Perdu au milieu de nulle part, tout petit, trop vieux pour être habité dedans. Il n'y a que moi qui vais. Il n'y a que moi qui vais avec... à l'intérieur, vous avez des gens pauvres comme moi, quoi. Il n'y a pas de riches là-dedans. Hein. Ils ont tous leur petit appartement. Un petit coin de jardin où on peut descendre et mettre un peu de linge. Planter 2-3 tomates s'il faut. Mais c'est tout. Hein. La petite courette, elle doit faire 30 mètres carrés. 30 mètres carrés. Moi, j'avais 35 mètres carrés en appartement. Mais c'est tout, hein. Il y a rien d'autre. Hein. Il n'y avait rien d'autre. C'était le premier étage. Au-dessus, c'est une famille. En dessous, c'est une autre famille. C'est tout. Et l'autre côté, c'est pareil. C'est un immeuble, il y a 9 appartements. Ils sont tous pareils. C'était construit juste après la guerre pour loger les ouvriers. Donc moi, j'y débarque. Et là, on était un peu loin de Paris. Marie m'a suivi, m'a déménagé. Voilà. Ça a été rapide, hein, le déménagement. Ils étaient venus, ils ont rempli leur camion, même pas la moitié. Hop, ils ont tout débarqué. Ils ont tout mis à Carrière-sur-Seine. Ils sont repartis dans la journée même. Hein. Il n'y avait rien de compliqué. J'avais pas de lit, pas de table, pas de canapé, j'ai du tout acheté. Bah oui, parce que dans l'ancien, c'était un genre quasi meublé. Donc voilà. Mais ça va. Le train, il y avait 2 trains qui desservaient la gare. Il y avait un train qui va directement... Non, il y a 3 trains. Il y a un train qui s'arrête à toutes les gares de Carrière jusqu'à Paris-Saint-Lazare. Lui, il s'arrêtait à toutes les gares. Il prenait environ... pour entrer dans Paris, il fallait environ 35 minutes. Par ce train-là, si jamais vous ratez le grand train qui vient de Mantes, alors lui, il ne s'arrête pas. Il s'arrête juste à la gare de Carrière et hop, il fonce vers Paris, 12 minutes. Sinon, il y a un RER. Il y a 2 RER qui passent. Un qui vient de Boissy, de Poissy, et un autre qui vient de je sais pas quoi. Donc celui-là, il fonce. Il s'arrête à la Nanterre Université, il s'arrête à la gare de la Défense. Là où il y a des boutiques. Alors là, c'est bonheur. Le samedi, quand on n'a rien à faire, quand on s'ennuie, paf, on va en boutique. On regarde tous les vêtements, les nouveautés, les parfums qui sortent, on se parfume. Il y a deux salles de cinéma, il y a un UGC immense, il y a 23 salles, toutes d'une qualité mais phénoménale. La vie parisienne, c'est ça, hein, les amis, c'est tout en grandeur, c'est magique, c'est magnifique. Et sur l'esplanade de la Défense, il y a le siège des très grandes banques. Bah, les sièges des très grandes banques, il y a des pizzas, il y a tout. Il y a la Fnac, l'immense Fnac où on peut aller lire à volonté sans payer. On lit, après on rentre. Alors Marie, à chaque fois qu'elle y va, à la Fnac, elle revient avec une pile de livres. Je me suis ruinée en livres pour elle.
Donc voilà, et puis à l'achat de l'appartement, j'avais pas de sous pour payer un apport personnel, ne serait-ce que le notaire. Donc j'ai demandé à ma soeur, j'ai dit, écoute, prête-moi des sous, prête-moi 4000, je te les rendrai quand je peux. Elle me les a prêtés, hein, les 4000 euros. Elle a signé un chèque et me l'a prêté 4000. J'ai pu acheter mon appartement, comme ça. Elle nous a bien gâtés, elle nous a beaucoup aidés. D'ailleurs, il faut que je programme un truc pour le lui rendre, parce que je ne sais pas si je l'ai rendu ou pas rendu. Je sais plus. Donc c'était ça la vie parisienne, c'était ça. Et puis en même temps, on doit vivre. Et c'est à Carrières-sur-Seine que j'ai inscrit ma fille au conservatoire pour qu'elle apprenne le piano et la guitare. Donc il a fallu d'abord passer tout le solfège, le cours de solfège. Donc elle a suivi au conservatoire. Il y a un très grand conservatoire, très bel conservatoire, beau conservatoire à Carrières-sur-Seine, où, où j'ai pu inscrire Marie-Angélique pour qu'elle puisse apprendre la musique. Parce que moi, pareil, j'aimerais bien composer des chansons, jouer un instrument, mais je ne connaissais pas tout ça, je ne savais pas, je plane. Donc du coup, elle a dit, moi je voudrais apprendre la musique, maman. Alors j'ai inscrit la musique et tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave de mettre encore 100 ou 150 euros par mois pour elle. Et puis il faut la faire garder. Alors là, je suis tombée sur un ange, mes amis. Parce que pendant que je travaille, il faut quelqu'un pour la garder. Le samedi, le mercredi, à Paris, elle allait dans les centres aérés, où elle a voyagé dans tout Paris avec les centres aérés et tout ça. C'était trop cool. Mais à Carrières-sur-Seine, il faut la faire garder, mais à l'appartement. Parce qu'elle ne veut plus aller au centre aéré. Elle a dit non, ça ne me plaît plus. Donc, j'ai trouvé des anges. Vraiment, la voisine qui est au-dessus, elle s'appelle Teresa. Vraiment adorable. Elle a dit, oh là, laissez-la, c'est une Portugaise. Très, très gentille, adorable. Elle fait, oh, mais non, mais entre nous, ce soutien, bah, laissez-la à la maison. Et puis, moi, je travaille le matin. Le matin, je vais chez les gens, je nettoie un peu leur maison. Je repasse un peu pour un couple de vieux, là, pas loin. Bah, j'aurais fait ma matinée. À midi, je rentre, je leur fais à manger parce qu'elle a un petit garçon pareil, le même âge que Marie. Donc tous les deux ils jouaient, tous les deux s'amusaient, tantôt chez moi, tantôt chez elle. Ils sont devenus amis d'ailleurs. Ils ont grandi ensemble de toute façon. Ils ont grandi ensemble. Et Marie mange, bah, de temps en temps, Marie, quand elle tombe malade, bah, elle reste à la maison. Elle reste à la maison, elle prend ses médicaments sous surveillance. Et puis, Teresa était là pour elle. Teresa lui faisait à manger. Teresa allait l'emmener à l'école le matin avec son fils. Elle a cherché à midi. Elle l'a ramené encore. Et puis, le soir, sur le coup de 16h30, bah, elle rentrait avec Teresa. Donc, elle avait la belle vie, Marie. Elle était choyée, chouchoutée. Et quand elle est malade, de temps en temps, elle reste à la maison. Elle mangeait des plats cuisinés par Teresa. Puis moi, je gagnais pas beaucoup, donc j'ai pas pu lui donner beaucoup à Teresa. Je payais juste vraiment un prix dérisoire, franchement. C'était même pas un salaire, c'était vraiment un truc. Et encore des fois, quand je lui donne un petit billet à la fin du mois, elle va chercher des cadeaux pour Marie. C'est-à-dire elle prend ce billet, elle va acheter des trucs pour Marie. Oui. Alors du coup, de temps en temps, je lui fais plaisir, je lui fais des fruits, j'achète des trucs. Je lui ramène des petits cadeaux de Paris. Et quand j'ai pu avoir une journée de libre, bah, j'emmène Marie et son fils bah, au cirque, par exemple. Mais la vie devenait de plus en plus chère. Avec mon salaire, je ne pouvais plus suivre. Le conservatoire a carrément multiplié leur prix par 5-6 tout d'un coup. Mais tout d'un coup, un jour, je me retrouvais proche de surendettement, avec un salaire proche du SMIC.
Et puis, tout d'un coup, le toit de l'immeuble fuit. Tout d'un coup, il y a tous les tuyaux qui ont pété. C'est trop vieux. Tout d'un coup, il y a un truc qui tombe, enfin, il y a tout qui arrive tout d'un coup. En une année, j'étais au bord de la faillite. Et là, je me suis dit, je ne peux plus continuer à percevoir que le SMIC. Je ne peux plus me permettre d'aller réclamer encore 50 ou 100 euros de plus. Ça ne me suffira pas. Moi, il me faut 500 euros de plus pour pouvoir subvenir au bien de la famille. Voilà. Subvenir voilà, à toutes les charges. Parce que je peux vous assurer qu'une mère célibataire, toute seule, avec un loyer à payer, même si cet appartement, je l'ai acheté, mais il faut payer les charges de copropriété, hyper lourd. Tout d'un coup, c'est tombé comme ça. François Hollande était arrivé au pouvoir. On commençait à éplucher les fiches de paye des gens. Je déclarais mes impôts comme d'habitude. D'habitude, je ne payais pas d'impôts parce qu'avec rien du tout, comment pouvez-vous payer des impôts? Cette année-là, quand François Hollande, et là je parle vraiment, c'est une haine indescriptible envers ce personnage, envers son gouvernement, mais c'est la haine que je lui lance là, genre je lui en veux encore. Cette année-là, avec la déclaration d'impôt, mère célibataire touchant presque le SMIC, avec toutes les charges qu'il y avait, j'ai dû payer plus de 950 euros d'impôts en plus. J'ai rien compris. J'ai dû écrire aux impôts et leur demander si je peux payer en 10 fois. Horrible, mes amis, horrible. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une recherche intense pour un mieux-être, pour améliorer la situation financière, encore une fois. Encore une fois, mes amis. Et oui. Je vous raconterai les livres qui me sont tombés dessus à lire, pour moi, cette époque-là. Je vous raconterai les galères que j'ai rencontrées en vivant seule à Paris avec ma petite. Même si ma soeur, par derrière, elle m'aidait. Mais à un moment donné, il fallait s'en sortir vraiment, encore une fois, toute seule. Mais vraiment, trouver une sortie. Heureusement que je travaille dans une société que j'ai toujours su travailler, pu me démerder de travailler dans cette fois-ci pour les grosses boîtes à envergure, mais vraiment un peu plus que la société familiale, ma première entreprise, qui m'a permis quand même d'avoir une belle expérience en comptabilité analytique proche du contrôle de gestion. Heureusement que j'ai pu trouver des sociétés, des grosses structures qui me fournissaient en billets pour les sorties gratis, parce que je travaille pour eux, donc les avantages internes, les avantages du CE, qu'on appelle le comité d'entreprise. Heureusement que j'ai toujours travaillé à côté d'un Sephora ou un Marionneau, sinon je vous dis pas en parfum comment j'aurais pulvérisé mon budget. Oui, heureusement qu'on a eu quand même des petites cantines à proximité où on mangeait vraiment bien pour très très peu. Et les rares fois où on sortait, c'était pour aller manger dans un buffet à volonté où c'était vraiment mais vraiment à prix cassé. Mais Marie n'a pas senti de manque dans sa vie, dans sa petite vie de l'enfant jusqu'à l'adolescence, parce que j'ai toujours préservé cet aspect-là. Je lui dis, maman, elle a des sous, tu peux prendre ce que tu veux. Et pour l'habiller, vous savez, pour l'habiller, j'allais pas dans les grandes boutiques, machin chose et tout. Hein, j'attendais vraiment les derniers soldes. À l'époque, c'était encore vraiment hyper cool. Genre, la veste, tous ses vêtements, elle s'habillait comme une princesse. Genre, je payais 2 euros la pièce, quoi, les collants 50 centimes. Les chaussures, non, les chaussures, c'était vraiment de très bonne qualité, mais il existait encore des chaussures d'occasion et tout, mais au marché. Alors, je faisais le marché de Ouïka hier sur Seine, mes amis.
Le marché, je faisais tellement ce marché que tout le monde me connaît, et surtout le marchand d'habits. Alors les habits là-bas, c'est vraiment les habits de très grandes, très belles marques pour enfants, même pas 2 euros la pièce, j'ai raflé. À chaque fois, j'ai raflé pour elle. Je prenais 2 ans à l'avance, toujours de 1 année ou 2 ans à l'avance, et toujours la collection d'hiver, alors que j'étais en été. Oui, c'était moins cher, beaucoup moins cher. Alors, prendre la collection d'hiver alors qu'on était en plein été, enfin, les gens, quand ils viennent, ils disent ouais, moi je veux des couleurs vives, claires, colorées, d'été, légers. Moi, je regarde, dans ma tête, je leur ai dit non, mais l'été dure un mois, 1 mois et demi. Sinon, tout le reste, c'est l'hiver. Tout le reste, c'est froid, vent, neige. Il faut des grosses chaussures cramponnées où la petite, elle peut marcher sur les routes jusqu'au lycée ou collège plus tard. Crampons, parce que ça gèle, il faisait froid, ça gèle. Et pareil, des parkas, mais anti-pluie, tout ce que tu veux. Donc, j'ai pu trouver des beaux habits pour elle, des magnifiques habits de très grande marque, bradés à prix, mais genre 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros maximum le plus cher. Pour moi, pareil, je m'habillais au marché, hein, je trouvais des très belles pièces. Il n'y a que maintenant, il n'y a que l'an dernier, ou il y a 2 ans, où je me permets des articles de soie qui viennent de loin. Sinon, moi, toute l'année, c'était au marché, hein, je m'habillais au marché. Ou alors dans les très grandes boutiques parisiennes, en bradé, soldé, où je trouvais, ou comme je fais des petites tailles, je trouvais très facilement. Oui, c'est comme ça qu'on fait des économies. Et récemment, je vais sur Vinted et j'ai acheté des livres, des beaux livres sur Le Bon Coin. Bon voilà, c'est comme ça, quand on se débrouille, on arrive toujours à avoir des affaires. Mais pour le coup de François Hollande, là, ça m'a tué. Celui-là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait sur Terre, mais pire que les communistes. J'ai pas compris pourquoi. Pire que les communistes. Cette année-là, c'était l'année des communistes. Voilà, c'est une mainmise au pouvoir, une idiocratie, je suis désolée. Hein. L'idiocratie était au pouvoir de nouveau. Je croyais que la France sombrait de nouveau dans une démence incroyable. Plus de 1000 euros d'impôts. Enfin, à peu près 1000 euros d'impôts à payer. Horrible, horrible. Et j'ai mis 3 ans à remonter la pente. Hein. J'ai mis 3 années à remonter la pente. Mais bon, je vous raconterai tout ça à la suite. Sur qui j'ai tombé sur quoi, je suis tombée sur quel bouquin. Quel est le chemin qui m'a permis de me sortir réellement de la misère, parce que pendant 10 années, j'étais dans la misère. J'étais vraiment dans une sorte de misère. Une misère proche du surendettement. S'il n'y avait pas ma sœur qui aidait par derrière, de temps en temps, elle mettait des sous sur mon compte, je crois que j'aurais sombré, mes amis. Je crois que j'aurais sombré. Horrible. Pauvreté absolue. Vu comme ça, on dirait pas. Parce que je m'habillais toujours chic, toujours bien pour aller au travail. C'est la base. Parce que mes vêtements, ils coûtaient 2 euros, 3 euros. Mais à l'intérieur, c'était la misère totale, la galère, hein, mes amis. C'est pas comme maintenant. C'est vraiment loin. Vraiment loin. Je reviens de loin, mes amis. Je viens même de très loin pour vous raconter cette vie-là. Je reviens d'hyper loin et j'ai traversé la mer. J'étais à l'autre bout du monde. Merci de m'avoir écouté, mes chers. Merci beaucoup. À la prochaine. Prenez soin de vous.